Alors bonjour, c'est 101%. Alors vendredi, le 101% c'est présenté par n'importe qui. N'importe qui, aujourd'hui c'est moi, Adrien, alias Monsieur Ad. Donc je suis un blogueur BD, peut-être que certains me connaissent de par le net. Moi je suis là aujourd'hui pour vous parler des 23 heures de la BD. Mais avant ça, je vais annoncer le sommaire. Alors il y aura aujourd'hui sur 101% une critique de jeu, vue subjective et les sorties animées. Et puis là, on va commencer par les news. It took us all by surprise. Infamous, le jeu d'action développé par Sucker Punch, aura le droit à une sortie mondiale en juin. Une nouvelle d'autant plus agréable que cette exclusivité PlayStation 3 s'annonce fort sympathique. Pour rappel, ce jeu racontera l'histoire de Cole, un homme doté de pouvoirs spectaculaires qu'il a développé après une explosion ayant ravagé une grosse partie de la ville dans laquelle il habitait. Sans trop savoir pourquoi, ce dernier pourra donc se servir de l'électricité pour attaquer ses ennemis. Ce titre devrait offrir un vaste terrain de jeu dans lequel Cole pourra se déplacer à sa guise. Outre le fait que l'on doive recharger ses batteries grâce aux différentes sources d'énergie de la ville, il faudra aussi veiller à la popularité de son personnage auprès de la population. En fonction de ses bonnes ou mauvaises actions, on sera en effet plus ou moins aimé par les habitants, ce qui aura une incidence sur le déroulement de l'histoire. Or be consumed by it. Un petit mot sur la première de Klonoa sur Wii. Namco Bandai Games vient de confirmer que le jeu sortirait bien en Europe, très probablement au cours de l'année 2009. Le jeu ne devrait d'ailleurs pas trop tarder puisqu'il est déjà disponible depuis le 4 décembre au Japon. Même si on était plutôt confiant quant à l'arrivée de ce titre chez nous, on est tout de même rassuré d'en avoir la confirmation. Après tout, on n'a pas eu droit à l'ensemble des épisodes de la série, puisque certains volets sur GBA sont par exemple restés bloqués hors des frontières européennes. 世界を邪悪に染めようとしているんだ。なんとかやめさせなくちゃ。ショータイム。あの日、すべてが狂い始めたあの日。On termine notre passage en revue des prochaines dates de sortie avec Final Fantasy Echoes of Time. Square Enix annonce que le jeu sera disponible en Europe le 27 mars prochain, soit 3 petits jours après la sortie américaine. Cette date est évidemment valable aussi bien pour la version DS que pour la version Wii, puisque les deux jeux seront compatibles. En effet, les joueurs pourront tout simplement rejoindre la partie d'un ami à n'importe quel moment, quelle que soit la machine dont dispose cette personne. La partie coopération s'annonce donc très développée en multi, mais également de la partie solo. Si on pourra jouer avec des amis via le Wi-Fi, le joueur aura en effet la possibilité de recruter des PNJ afin d'avoir un peu d'aide lors des donjons. Bon, alors je vais vous parler un petit peu des 23 heures de la BD. Alors les 23 heures de la BD, c'est un peu comme les 24 heures qu'il y a eu à Angoulême il y a 2 mois, un mois, je sais plus. Enfin, bref, sauf que là, la petite subtilité, c'est que ça se passe la nuit du changement d'heure, donc du 28 au 29 mars. Donc pendant 23 heures, des gens vont dessiner pendant 23 heures, 24 planches de BD. Voilà, donc moi je suis le concepteur du site web 23hbd.com. Et je vais participer aussi. Voilà. Je vous en dis un peu plus après. Là, on va voir pour la critique de jeu. Le jeu, c'est Family Ski et Snowboard. On m'a dit que c'était Family Ski 2, apparemment. Moi, je connais pas. Moi, un jeu de snowboard, j'aime bien. Je jouais avant à Snowboard Kids. Ça, c'était vraiment marrant. C'est une sorte de Mario Kart, mais en snowboard, on pouvait se lancer des tartes. Des tartes ou des différents bonus, c'était plutôt sympa ça. Et puis voilà. Bon, sinon je reste un amoureux du snowboard, donc tout de suite la critique de jeu. Family Ski, sorti en juin 2008, avait pris tout le monde par surprise, sans vraiment la créer. Du fait sans doute de sa direction artistique passe-partout, à la fois sobre et kawaii. Du coup, de nombreux joueurs sont passés totalement à côté, malgré ses indéniables qualités. Un gameplay sandbox, accessible et accrocheur, un trop rare mode multijoueur à 4 en écran splitté, des graphismes mignons quoique perfectibles, une gestion des mi, du Wii Balance Board, etc.
Un titre vraiment complet et l'une des bonnes surprises de la Wii à mettre au crédit d'un éditeur très actif et créatif sur la console de salon Nintendo. On doit ainsi à Namco Bandai Games, le tout récent Witcher, ou encore Tales of Symphonia qui ne devrait malheureusement pas être distribué en France. On attend également de l'éditeur japonais le très beau Fragile ainsi que Klonoa, sortis respectivement en janvier 2009 et fin 2008 au Japon. Et Family Ski se voit doté d'une suite, Family Ski and Snowboard, sans doute destinée à imposer la marque, tant il ressemble à une version améliorée et plus complète du premier. Le système de jeu n'a que très peu évolué entre les deux titres. Le joueur, seul ou accompagné de plusieurs amis, 3 au maximum, commence par créer son personnage. Il peut soit utiliser son Mi, ce qui le privera du même coup d'un certain nombre d'accessoires, soit créer un nouvel avatar à partir des catégories proposées, passant en revue l'ensemble de la famille, de la petite fille au grand-père. Il devra ensuite choisir les skis ou le snowboard avant de se lancer sur les pistes, sachant qu'il est possible de changer d'avis à tout moment en cours de partie. À cette première nouveauté, évidente et attendue, s'ajoute la présence d'un second environnement. Le joueur peut ainsi commencer par descendre les pistes de la station Jamboree Snow Resort ou les flancs abrupts et non balisés du mont Angrio. Sachant que la station de ski classique est bien plus grande que celle proposée dans le premier Family Ski, on comprend très vite que les espaces skiables ont été plus que doublés dans cette suite. Une nouvelle fois, ce titre est basé sur un gameplay open world ou sandbox, c'est-à-dire que le joueur fait ce qu'il veut, les missions proposées se déclenchant selon son bon vouloir. Pour cela, il faudra qu'il parle à certains personnages, pour le coup moins dispersés que dans le premier jeu. Chaque personnage à mission, certains n'étant là que pour animer les pistes ou rider avec le joueur, propose une dizaine d'épreuves de plus en plus difficiles dans une catégorie donnée. Course, boss, perdu et trouvé, arrêt parfait, livraison, défi figure, slalom, cache-cache. La plupart de ces missions étaient déjà présentes dans le premier Family Ski. La grosse nouveauté de cette suite provient en fait du snow, qui ouvre tout un tas de nouveaux défis figures, mais également des épreuves de halfpipe. Ces dernières peuvent bien sûr se jouer en chaussant des skis. L'arrivée du snow a également conduit à l'ajout d'un nouveau mouvement de base, le saut. Désormais, on pourra bondir afin de réaliser des combos de figures, et ce en snow comme à ski. Du coup, les sauts sont bien plus spectaculaires et il sera désormais nécessaire de préparer son atterrissage pour ne pas atterrir sur le cul. Mis à part cette nouvelle possibilité, les contrôles n'ont pas changé et reproduisent les mouvements réels de chaque discipline, Wiimote et Nunchuk en main. Le snow nécessitera ainsi une position légèrement différente, puisque le joueur doit placer son corps de profil et non plus face au téléviseur. Résultat, mis à part les figures qui nécessitent un petit passage par l'école de ski pour être maîtrisées, on peut tout à fait jouer à Family Ski sans avoir recours à un instructeur ou au manuel, en faisant comme en vrai. Et il est bien sûr toujours possible d'utiliser des remontes-pentes pour descendre les pistes à toute vitesse, de jour comme de nuit, et profiter des excellentes sensations offertes par le jeu. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Family Ski and Snowboard ne se contente pas d'ajouter le snowboard. Outre le mont Angrio et ses pistes vachardes à fleur de précipice, il est désormais possible d'accéder à des zones half-pipe et globalement d'enchaîner beaucoup plus souvent les figures afin de réaliser des combos de points. Une notion d'exploration a ainsi été ajoutée, du fait de la taille plus conséquente des environnements, afin de trouver les meilleurs spots au risque de déclencher une avalanche. Il sera même possible de débloquer des exploits en franchissant un gouffre par exemple. Toujours géré, l'utilisation de la Wii Balance Board a été optimisée, ce qui la rend plus fine, le jeu étant du même coup beaucoup plus immersif. A noter que l'utilisation de cet accessoire limite le mode multi à 3 joueurs. Dommage d'ailleurs qu'on ne puisse pas utiliser 2 balance boards en mode 2 joueurs, mais les salons en auraient peut-être trop souffert. Nettement plus vaste, légèrement plus riche, Family Ski and Snowboard n'est certes qu'un update, mais un update de qualité. Et franchement, à plusieurs on s'éclate bien, d'autant que le jeu est un peu plus beau et que son gameplay gagne en variété grâce à la présence de pistes orientées figures nettement plus nombreuses. Alors, donc un peu plus de détails sur ces 23 heures de la BD. Alors, en fait, cette année, c'est sponsorisé par Fullstrip, qui a versé une énorme contribution. Bref, Fullstrip, donc le jour même, à l'heure de départ, ce qui est 13 heures cette année, apparemment 13 heures. Donc à 13 heures, il donne un thème. Et à partir de là, eh bien, il y a 23 heures pour faire 24 planches. Alors, 24 planches, c'est une couverture, 22 planches, dessiné avec des bulles qui racontent une histoire, donc qui suit le thème, et une 4e de couverture. Voilà.
Donc 24 heures pour faire tout ça. Les travaux ils sont postés au fur et à mesure sur le site. Vous pouvez suivre les travaux et suivre éventuellement aussi certaines personnes qui se filment en train de faire les 23 heures. Donc vous voyez, vous pouvez voir les cernes au fur et à mesure, c'est plutôt sympa. Ouais. Donc là on va enchaîner avec vue subjective mini. Adaptation de manga, film méconnu d'un auteur culte et délire tarantinesque, ce Vue subjective mini passe une nouvelle fois d'un genre à l'autre, d'une époque à une autre, avec la souplesse du ninja et la vigueur du mecha. Et les cinémas asiatiques font une nouvelle fois montre de toute leur richesse. A Battle of Wits est l'adaptation du manga japonais Stratège. Le film compte toujours l'histoire de la cité de Liang assiégée par l'armée de Zhao. Partagée entre la sédition et la résistance, les 4000 habitants de la cité décident finalement de faire appel aux guerriers Mozi, des esthètes du combat spécialisés dans la stratégie. Mais pour faire face à une armée de 100 000 hommes, un seul Mozi est envoyé, Gully, interprété par la superstar Andy Lau. Alliant la démesure de la fresque chinoise au dynamisme brouillon du film HK, Battle of Wits va vite, beaucoup trop vite, un peu comme si le réalisateur tournait les pages du manga 10 par 10. Du coup, les ficelles de l'intrigue apparaissent énormes et chaque possibilité de climax est tuée dans l'œuf. Curieusement, on pense à Seven Swords, qui souffrait également d'une intrigue décousue et de vertigineux raccourcis narratifs. Mais Jacob Chung-Kilung ne possède pas le génie de Tsui Hark, et son film souffre de personnages inconsistants, voire ridicules. Malgré tout, quelques images sorties de nulle part nous laissent rêver un autre film. L'Obsédé en plein jour est un film méconnu de Oshima Nagisa. Comme souvent chez ce réalisateur contestataire, le film, sorti en 1966, s'ancre dans le réel. Inspiré d'un fait divers, il tourne autour de 4 personnages. Shino, une jeune femme pleine de vie, Genji, rongé par ses responsabilités, Matsuko, l'institutrice qui ferme les yeux, et Aisuke, le pervers assassin magistralement interprété par Sato Kei. Mais contrairement au fascinant La vengeance est à moi, de Imamura Shoei, qui emboîtait le pas à un serial killer en privilégiant une approche documentaire, L'Obsédé en plein jour s'intéresse avant tout à 2 femmes, et aux liens complexes qui les unissent à l'assassin. À la fois victimes et complices, elles aiment et haïssent de façon radicalement opposée. Avec ce film, Oshima fait montre une nouvelle fois de son talent, en proposant un rythme inhabituellement soutenu, ainsi qu'une véritable approche cinématographique d'un point de vue narratif et formel. On remarquera d'ailleurs quelques références au Rashomon de Kurosawa, ce qui peut s'avérer surprenant de la part d'un réalisateur ayant toujours refusé l'influence de ses pairs. Dérangeant, intriguant, L'Obsédé en plein jour est un film où le sens du cadrage explose à chaque plan, qui bénéficie en plus d'un montage particulièrement audacieux de Uraoka Keiichi.
私がどうしたらいいか言っとくれ。警察と一緒にいるんだから警察に聞けばいいわ。何を言うよ、私はまだ刑事に大事なことは喋ってないよ。英介はね、私の夫はずっとうちにいます。今度だってちゃんと見送ってくれました。そう、じゃあそういうふうに手紙をくれればいいでしょうが。忙しくて返事が書けない時だってあるわ。先生ずいぶん痩せなさったね。肩の肉が落っこっちまった。Ne vous inquiétez pas, Sukiyaki Western Django a beau être un trip, il n'en a pas pour autant été entièrement filmé dans des décors factices. On l'aura reconnu, Tarantino fait 2 apparitions dans ce western sous acide réalisé par le Kamike. Pourquoi le Kamike ? Tout simplement parce que ce réalisateur, auteur de Audition, la saga Dead or Alive, Ichi the Killer ou encore Zebraman, est un auteur sans doute davantage porté sur la déconne que sur le cinéma. Pourtant, le talent est bien là, mais souvent dilué par une espèce de détachement qui donne lieu à des films parfois grotesques, souvent dérangeants, mais toujours extrêmes. Sukiyaki Western Django est une espèce de remake du Yojimbo de Kurosawa, qui multiplie les références au western en général, de la Horde sauvage à l'Homme des hautes plaines, en passant par le Django de Sergio Corbucci bien sûr, mais également toute la filmo de Sergio Leone. Le film est donc atteint du virus Tarantino, mais le réalisateur américain, qu'on l'apprécie ou non, est toujours parvenu à créer de vraies histoires et de vrais personnages, même sous influence. Sukiyaki Western Django, lui, tourne très vite à la parade de beaux gosses et à l'exercice de style pur, comme si Mickey n'avait retenu du western spaghetti que la musique et les couleurs saturées. Visuellement très réussi, le film fait néanmoins sourire grâce à quelques personnages incroyables, comme le shérif interprété par Kagawa Teruyuki, que l'on retrouvera bientôt à l'affiche de Tokyo Sonata, le prochain film de Kurosawa Kiyoshi, ou la fameuse Bloody Benten. When the fire of vengeance dwelled in her eyes, this smothering goddess was wide awake, and everything in her way got stained blood red. They dubbed her Bloody Benton. Alors donc sur les 23 heures de la BD, aujourd'hui on a déjà environ 150 auteurs inscrits. Alors tout le monde ne participe pas sur place, hein, ça il faut bien le noter. Vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 27 au soir, peut-être 28 dernière limite on va dire. Et participer depuis chez vous, poster vos planches depuis chez vous, faire ça avec des amis à 10, 15, 20, 40, enfin il n'y a pas de limite après. Et puis voilà quoi, donc le site à 13h, il permet l'envoi des travaux, et puis à 13h le lendemain, il ferme. Voilà, donc 23h, nuit du changement d'heure. Après c'est fini quoi, donc si on a posté 2 planches, ben on a la honte. Y a pas, voilà quoi, c'est impitoyable, c'est vrai. Voilà. Bon, ben là on va enchaîner sur les sorties animées. On est vendredi 13, mais toujours rien arrivé. C'est plutôt bon ça. Plus de 10 ans après le début du phénomène, Evangelion et son réalisateur star Anno Hideaki sont de retour avec un projet d'envergure internationale. Anno a d'ailleurs créé à cette occasion le studio Kara, dont il s'occupe dorénavant. Cette fois, il s'agit de 4 films censés proposer une relecture complète de l'œuvre originale. Première étape de cette tétralogie, Evangelion 1.0 You Are Not Alone pose les bases de ce qui s'annonce déjà comme l'une des attractions cinématographiques majeures des années à venir. Ce premier film propose de revivre le premier quart de la série, c'est-à-dire tous les événements précédant l'arrivée du 3e pilote d'Eva, la bouillonnante Asuka. Si on y retrouve de nombreux plans communs avec les 6 premiers épisodes de l'anime, on constate également très vite qu'il ne s'agit pas d'une simple transposition de la série en long métrage. Non, Anno a choisi de déconstruire complètement son œuvre pour offrir une expérience nouvelle, moins complexe sans pour autant être simpliste.
Les éléments essentiels à la compréhension de l'histoire ne sont pas distillés dans le même ordre que dans la série, par exemple. Les références aux mythes judéo-chrétiens n'ont pas disparu, mais sont présentées aux spectateurs dès les premières minutes du film. Un peu comme s'il fallait tout de suite plonger le public dans cet univers complexe, regorgeant de références religieuses, afin qu'il puisse assimiler les informations au plus vite. La fin de ce premier volet réserve également quelques surprises qu'il ne serait pas opportun de révéler maintenant, mais qui risquent de bouleverser le déroulement du scénario. Ce premier film est aussi l'occasion de voir de nombreuses scènes de combat s'enchaîner à une vitesse déroutante. Pas de doute, le passage au cinéma a nécessité des choix draconiens. Ici, c'est la psychologie des personnages et plus particulièrement celle de Shinji qui semble moins développée qu'à l'origine. Visuellement, le film a bénéficié de nombreuses retouches salvatrices. Si la série de 95 se laisse encore regarder aujourd'hui, on ne peut qu'apprécier ce lifting technique qui donne encore plus d'impact à ce premier film. Les décors sont superbes, les animations fluides, les travelling utilisés lors des scènes de combat rendent l'action plus intense, alors que l'utilisation de la 3D semble, elle, totalement justifiée au regard du résultat final. Et puis quel plaisir de retrouver le trait de Sadamoto Yoshiyuki, ainsi que les musiques de Sagisu Shiro, qui a mélangé pour l'occasion des thèmes connus avec des compositions inédites de grande qualité. You Are Not Alone est donc plus qu'une énième production dérivée de l'œuvre majeure de la Gainax. Ce film propose une refonte complète d'Evangelion tant sur le plan scénaristique que technique. Une nouvelle version qui a déjà séduit le public japonais et qui, on l'espère, convaincra le public français. Evangelion 1.0. L'éditeur Black Bones continue dans sa politique de titres vintage en proposant depuis peu les 2 OAV de Tokyo Babylon. Ces 2 épisodes, produits entre 92 et 94 chez Madhouse, n'étaient jamais sortis en DVD chez nous, malgré leur édition en VHS chez Manga Video. Ils connurent également une diffusion sur Canal+ en 1999. Il s'agit bien sûr là d'une adaptation de l'un des premiers titres à succès du groupe de mangaka féminin, Clamp. Elle met en scène Sumelagi Subaru, un jeune onmyoji descendant d'une longue lignée d'exorcistes maîtrisant les arcanes de la voix du yin et du yang. Il est toujours aux côtés de sa sœur jumelle, Hokuto, et du charmant vétérinaire Seiichiro. Charmant, du moins à première vue. Ces 2 OAV sont plus des spin-offs du manga qu'une adaptation fidèle de l'histoire originale. La trame de fond n'y est qu'effleurée et ne présente que peu les enjeux entre les personnages. On pourra regretter aussi que le côté ténébreux de Seiichiro ne soit pas plus mis en avant. Tokyo Babylon est assez représentatif de la production des années 90 à tous les niveaux. On y trouve une image un peu vieillie, le grain et les couleurs typiques des séries gouachées sur cellulo et une animation parfois détonnante. Le studio Madhouse à cette période se spécialisait dans les OAV, déjà fort d'une jolie expérience. Ce ne fut pas un galop d'essai pour l'équipe. Pour Chigala Koichi, même si ce fut l'une de ses premières réalisations, il a travaillé depuis sur plusieurs Gundam, Last Exile ou encore le film Brave Story. Le chara design et la direction de l'animation avaient été confiés à Takahashi Kumiko, qui fit plus tard le design des personnages de Ouran Host Club et prit en charge la direction de l'animation de Full Metal Alchemist notamment. Malgré une équipe de choix, la qualité technique peut sembler inégale selon les plans, que ce soit au niveau du chara design ou de l'animation, le tout allant du passable au diablement efficace. Le premier épisode arrive encore à surprendre par le punch de certaines scènes d'action, alors que le second, lui, patauge plus dans le lourdement explicatif. Black Bones présente ici une édition assez dépouillée mais à petit prix. Sur le DVD ne sont présents que les 2 épisodes en VOST. Une version doublée existe pourtant, mais celle-ci n'a pu être récupérée. Les sous-titres sont corrects, même si quelques raccourcis malencontreux sont présents. S'ils ne sont pas dommageables à l'histoire, cela donne quelques phrases incongrues au final. Grâce à Madhouse, Tokyo Babylon n'a pas subi tant que ça les outrages du temps. Mais si ce n'est pour les nostalgiques ou les fans du manga, cette sortie risque de rester anecdotique pour pas mal de monde. Bon, on va pas tarder à se dire au revoir. Je vais faire un petit résumé pour les 23 heures de la BD. Alors, à retenir l'adresse 23hbd.com, 5 caractères, c'est pas très difficile à retenir. Après, il reste toujours Google, mais bon, ça dépend, vous contribuez pas, quoi. Ça, c'est
c'est au choix. Et donc j'espère vous y retrouver en tant que lecteur, en tant qu'auteur peut-être. Voilà. Bien, à bientôt. Au revoir. Silver snow,